C'est vrai, l'Europe, ce n'était pas mon destination. Je voulais partir en Australie. C'était mon premier objectif de partir en Australie. J'ai quitté la Syrie à 98 en Syrie en pensant que je veux prendre un avion et sans passeport et ce qui était prévu. Et ils vont nous organiser tout et l'avion, tu vas aller. Malheureusement, je me retrouvais coincé pendant des mois à Damas en disant demain. Mais c'était des passeurs qui... C'est les passeurs, ouais, c'est le passeur. Malheureusement, c'est le passeur. D'un côté, tu sais les mensonges, d'un côté, tu sais le risque, mais des fois, tu le fais, tu dis, bah, écoute, tu mets toutes les chances de ton côté en pensant que ça peut marcher. Et ben, un jour au lendemain, on se retrouve à partir, tout était prêt à l'aéroport de Damas. On arrive à l'aéroport, il nous a fait une comédie incroyable, comme quoi tu as la police qui arrive et tout d'un coup, en fouillant dans tous les sens, on était 4 ou 5 personnes. Et le lendemain, il nous a dit, écoute, on ne peut plus parce que les passeports ils ont confisqués par l'autorité syrienne. On n'a plus le choix. Il y a un bateau qui va partir du Liban. On n'a plus le choix, il faut partir au Liban. Et là, tu te trouves coincé complètement. L'argent qui est parti, qui est une somme est très importante de payer, parce que moi je me rappelle à cette époque-là, j'avais payé $7000. C'est-à-dire, $7 000, ça faisait une somme très importante. Je me rappelle, ce jour-là, on travaillait toute la famille. Je travaillais des années pour avoir cette somme-là. Et je me trouvais que l'argent aussi qui était parti. Le risque, c'était devenu immense de retourner. Et on n'a pas eu le choix. Je suis parti à 98 au Liban. Je restais jusqu'à 2000. Et dans une situation, c'était affreux. Ouais, on se retrouvait de vingtaine de garçons dans une chambre. On se retrouvait des jours et des jours sans manger. Je me rappelle toujours, les Libanais, ils étaient accueillants. Même quand on était locataire, ils savaient que ce n'est pas notre faute. Ils savaient quand on savait qu'il y avait une épicerie juste à côté. Il savait que peut-être soit un jour on va le rendre sur l'argent, ou soit on partira sans l'argent. Mais de bon cœur, ils l'ont fait. Il a dit, je pense que c'est le pensée il ne pourrait pas nous laisser sans manger. C'était un gentil homme, je me rappelle toujours. On nous a fait manger pendant des jours et des jours qu'on n'avait pas le moyen. Le jour qu'on trouvait le passeur, la première chose qu'on leur demandait, d'abord on le ramenait pour payer ce monsieur. Et ça nous a ramené jusqu'à 2000. Tu ne vois pas le bateau en fait. On nous a ramené, je me rappelle ce jour-là, on nous a ramené la nuit dans le sud du Liban. Le sud du Liban qui était occupé par Hezbollah et qui était... c'est un État dans l'État en fait. Le sud, c'était Hezbollah, c'était Hezbollah qui tenait. On est rentré et avec l'armée syrienne, parce que c'est pour là qu'il y avait toujours l'armée syrienne la Syrie qui dirigeait le Liban. On est parti, c'était à 10h du matin. C'est à 10h du matin avec l'armée de Hezbollah qui était là, qui nous accompagnait. Et quand tu vois le bateau, tu disais, mon Dieu, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est un bateau de 12 mètres et on se retrouvait à 290 personnes dessus. Et finalement, on se retrouve avec, et quand les gens ils se retrouvent tous dedans, c'est-à-dire tu as que le pied, c'est-à-dire tu es sur le bateau mais tu as le pied dans l'eau. C'est-à-dire et là tu dis, mon Dieu, quel risque on a pris. Et c'était un bateau qui était fait, déjà c'était un bateau turc, et c'était un bateau des trafiquants qui faisaient entre la Syrie et la Syrie au Turquie, de raison de tout ce qui est tabac et tout ce qui est des armes, ce qu'ils faisaient. Et comme le capitaine, le bateau était turc, pour eux, c'est-à-dire le bateau il va partir. C'était même pas l'Italie, c'est-à-dire le but c'était de nous ramener le plus
pays plus proche du Liban, c'est-à-dire c'était le Chypre ce jour-là. On a passé, et c'est un passage de 10 heures, on a passé une journée entière dessus. On arrive le lendemain, je me rappelle toujours, on arrive sur les plages chypriotes et tout d'un coup on se retrouve avec l'armée chypriote devant nous. Et on était allé à 100 mètres, 200 mètres de plage chypriote. Et le bateau est en train de couler parce qu'au milieu, l'eau était remontée. On a essayé de le débarrasser avec les seaux un par un, mais c'était impossible. Et on a essayé, un hélicoptère de l'armée chypriote est arrivé, il nous a demandé vous êtes arrivé au trottoir, vous êtes rentré dans le trottoir chypriote, il faut quitter le trottoir. On a essayé de leur expliquer. Il y avait pas mal de gens qui parlaient anglais un peu plus parce qu'il y avait pas mal de Kurdes irakiens aussi qui parlaient anglais, qui ont essayé. Ils ont expliqué comme quoi le bateau est en train de se noyer, le bateau est en train de couler. Le bateau est en train de se couler et malgré tout ça, ils ont essayé de nous éloigner de plages chypriotes. Ouais. Et au moment où on se retrouve l'hélicoptère au-dessus de bateau, et ça fait pencher la pression de l'hélicoptère sur le bateau, ça l'a fait pencher. Voilà. Ça fait la pencher, le bateau est coulé. Ouais. Il ne nous a même pas laissé toucher le sol chypriote. Hein. Et il nous a ramené un bateau et ils ont laissé le bateau au port arrêté. Il nous a mis tout le monde dedans, 300 personnes. Avec interdiction de descendre. Descendant, ils ont ramené, il y avait des médecins qui arrivaient pour voir, d'aller soigner les gens et tout ça, les difficultés à manger, en attendant de savoir la vérité de ce bateau où il vient. Ils ont constaté que le bateau il vient de Liban. Un mois plus tard, il nous a envoyé avec un bateau de l'armée chypriote, il nous a ramené au Liban.